Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce journal. La Roca Team s'incline face à l'Olympiakos dans le match 3 des quarts de finale de l'Euroleague. La rencontre de vendredi sera déterminante pour les hommes d'Obradovic. Résumé et analyse à suivre dans quelques instants. J-2 avant le e-prix de Monaco, le coup d'envoi d'un mois placé sous le signe de l'automobile en principauté. Nous en parlerons avec le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco, Christian Tornator. Dans ce journal également, le Conseil national des jeunes et de nouveaux élus juniors qui ont pris place dans l'hémicycle. Et puis nous nous rendrons à Gênes pour évoquer la suite du déplacement princier en Italie. Du sport pour débuter ce journal. Dans une ambiance des grands soirs, la Roca Team recevait à Gaston-Médecin l'Olympiakos pour le match 3 du premier tour des playoffs d'Euroleague. Les Monégasques, vainqueurs du dernier match en Grèce, cherchaient à confirmer ce bon résultat pour mettre une option sur le Final Four. Mais c'était sans compter sur la détermination des Grecs. Le résumé de la rencontre, c'est avec Yannick Debever, Frédéric Elion et Sylvain Péroumal. Après deux démonstrations lors des deux premiers matchs, l'Olympiakos et la Roca Team ont finalement disputé une rencontre qui s'est jouée dans les ultimes possessions. Le premier quart-temps annonce la couleur, les deux équipes sont hyper agressives et imposent un gros défi physique. Malgré cela, l'adresse est au rendez-vous et le match part sur une base de scoring assez élevée. Monaco vire en tête à la fin du premier quart-temps, 23-19, grâce notamment aux 8 points de James, tous obtenus sur la ligne des lancers francs. 8 points marqués dans ce premier quart-temps. Les 20 prochaines minutes seront à l'avantage des visiteurs. Au début du deuxième quart-temps, Monaco encaisse un 12-5 et se retrouve derrière l'Olympiakos. Un homme habitué des grands rendez-vous effectue un match quasi parfait en attaque avec une adresse folle. Kostas Sloukas inscrit 11 de ses 21 points dans la première mi-temps et permet à son équipe d'être devant à la pause 45-41. C'est très fort. La Roca Team est au contact jusqu'au milieu de la troisième reprise. Grâce à Dwayne Bacon, 23 points. Monaco revient à égalité avant de s'effondrer. L'Olympiakos inflige un 12-0 sur la tête des Monégasques qui mettront du temps à s'en remettre. Franchement, ils sont impressionnants. Sloukas continue son show et Monaco accuse un retard de 13 points avant la dernière reprise. Rien à perdre, les rouges et blancs lâchent les chevaux et emballent la partie. Will Thomas trouve enfin de la réussite à 3 points pour venir souffler dans la nuque des Grecs. Dwayne Bacon s'arrache et puis Paris Lee, très discret jusqu'alors, sort de sa boîte et lâche 2 tirs longue distance magnifiques. Le premier pour revenir à égalité et le second pour prendre l'avantage. Gaston-Médecin est en délire. Mais c'est bien toute l'expérience des Grecs qui aura le dernier mot dans ce match grâce à des lancers francs parfaitement négociés. La Roca Team s'incline d'une courte tête, 87-83, et se retrouve désormais dos au mur. This is a big lesson, how we supposed to behave, how we should, go to the details and execute them. The reaction is supposed to be, strong after this. We did it, there. We come out, after the first loss, and then we played very good, great, I think, there is no reason why you should not repeat this. Mené 2-1 dans la série, Monaco n'a plus le droit à l'erreur. Prochaine étape, gagner ce vendredi pour s'offrir le droit d'aller jouer un match décisif à Athènes, dans l'enfer du stade de la paix et de l'amitié. Oui, et la Roca Team aura besoin de vous vendredi soir, tous à Gaston-Médecin pour supporter les Monégasques dans ce match décisif. Rendez-vous également sur Monaco Info pour suivre en direct cette rencontre avec aux commentaires David Cosette et Ali Traoré. Autre événement en direct sur notre antenne, le e-prix de Monaco, ce samedi à partir de 15h, à J-2 du coup d'envoi de la 6e manche du championnat de Formule E. Quelle est l'ambiance dans les paddocks? Comment se passent les derniers préparatifs? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. Pour la 5e fois de l'histoire, les monoplaces électriques engagées dans le championnat de Formule E vont en découdre sur le mythique circuit de la Principauté samedi. 48 heures avant la course, l'heure est aux préparatifs. Dès l'ouverture des paddocks, ce matin à 8 heures,
Les teams se ruent sur les grosses boîtes DHL installées à la veille au soir devant les garages. Les mécaniciens y extraient les différents éléments des monoplaces ainsi que tout l'équipement nécessaire pour le week-end de course. D'abord, on va monter les murs du garage et sortir les télés, tout ce qui est équipement. Et à la fin, on sort les voitures. Et là, on va commencer à réviser les voitures pour la course. Combien de temps ça va prendre un petit peu tout ce processus-là sur la journée? Alors normalement, le montage du garage, là, on est en train de finir. Donc vers 11 h, en général, il nous prend 3 heures à peu près pour installer le garage, l'électricité, toute la partie internet, parce que c'est énorme, le traitement des données en fait, de ce qu'on va prendre pendant la course. Donc tout ça, ça prend pas mal de temps, donc c'est environ 3 heures. Et ensuite, les mécaniciens vont commencer à travailler, révision jusqu'à ce soir. Demain matin, on va faire les setups et puis on sera prêt pour rouler. Si la journée de jeudi est plutôt chargée pour les mécaniciens, le rythme est un peu plus calme pour les pilotes. C'est une journée un peu tranquille pour nous, c'est plutôt des briefings, un petit peu de presse, des interviews, un petit peu de préparation pour le week-end. Mais voilà, le gros du boulot, c'est pour les mécanos tout le jeudi et tout le vendredi. Vainqueur du e-prix de Monaco, respectivement en 2019 et 2021, Jean-Éric Vergne et Antonio Félix da Costa étaient eux à l'école primaire FANB ce matin. Les deux pilotes du team DS Techeetah ont participé à une séance de questions-réponses avec les enfants. Il y a combien de personnes dans une équipe? Alors, c'est une très bonne question aussi. Dans notre équipe, sur les circuits, on est limité à un nombre de personnes pour des raisons budgétaires, parce qu'il y a des équipes qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres équipes, donc ils pourraient venir peut-être avec 100 personnes et avoir beaucoup plus de mécaniciens, beaucoup plus d'ingénieurs. Mais je crois qu'on est limité à 40 personnes par équipe, par week-end. C'était super sympa de discuter avec eux. De comprendre ce qu'ils voulaient savoir un peu de notre sport, de notre parcours. Et c'était super sympa, il y a tellement une bonne énergie avec les enfants, surtout à la fin. Donc c'est cool, ça fait du bien de commencer le week-end monégasque comme ça. C'est un peu rafraîchissant et ça me met de bonne humeur. Leader du championnat depuis ses 2 belles courses à Rome, Jean-Éric Vergne espère garder le sourire en enchaînant à Monaco un circuit où il s'était imposé en 2019. Et bien évidemment, Jean-Éric Vergne ne sera pas le seul à vouloir remporter le e-prix de Monaco. On pense notamment au pilote de Rocket Venturi Racing qui joue à domicile. Nous recevrons d'ailleurs Eduardo Mortara dans notre édition de demain. Il nous dévoilera ses ambitions. Mais avant cela, parlons de cette série d'événements auto avec le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Émilie. Ce e-prix, c'est le coup d'envoi d'un mois placé sous le signe de l'automobile en principauté. Oui, tout à fait. Ce n'est que le début, mais ça fait un petit moment qu'on est prêt quand même. Alors, les finitions sont toujours incertaines, mais on sera prêt samedi matin, puisqu'on ferme à 5 h le circuit et on démarre à 7 h 30 pour les premiers essais non qualificatifs. Les premiers essais, véritablement. Oui, c'est impressionnant de voir les rues de la ville se transformer, toute cette mécanique qu'il y a autour. C'est une mécanique qui est très bien huilée. Oui, c'est vrai qu'on a commencé tôt, puisque c'était début mars, mais on est prêt, comme je vous le disais. Après, chaque année se rajoutent certains éléments et il faut qu'on s'adapte. Et puis, on essaye aussi de s'améliorer, parce qu'il n'y a pas de raison de rester sur la continuité. Il faut aller toujours de l'avant et on essaye toujours d'améliorer certains petits détails qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur, mais que nous, on ressent vraiment de l'intérieur. Et comment l'Automobile Club de Monaco arrive à jongler avec ces 3 événements successifs? C'est un petit peu compliqué, mais on compte aussi vraiment sur les personnes qui sont les organisateurs, les promoteurs des différentes séries, pour nous faciliter la tâche. Et c'est vrai que la mécanique est bien huilée, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Le e-prix donne donc le coup d'envoi des Grands Prix à Monaco. 8e saison déjà. Il a réussi à trouver son public, ce e-prix? Je pense qu'il a un public. Il a un public et puis les communicants de la Formule E sont très forts, ce qui fait qu'ils arrivent à drainer un nombreux public sur leur circuit. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on est à 70% de remplissage des tribunes, donc on espère être complet pour samedi, c'est bientôt, donc on l'espère fortement, mais ça se présente bien. Il faudra simplement que le temps soit de la partie. La nouveauté cette année, c'est que les pilotes vont emprunter le même circuit que la Formule 1, à l'identique.
Oui, c'est vrai que c'était une demande qui avait été faite dès qu'on a abandonné le demi-circuit, on va dire, puisqu'on a fait 3 saisons avec le demi-circuit. Et comme la présidence de la FIA a changé, on n'a pas eu d'opposition majeure pour retourner sur le circuit, qui est notre circuit d'origine et qui est le circuit que tous les pilotes désirent faire au moins une fois. C'est vrai que personne ne roule sur ce circuit en dehors de ces épreuves, donc, sinon sur un simulateur. Donc c'est vraiment exceptionnel et ils sont tous prêts, je dirais, à se battre. Donc forcément, les temps vont évoluer dans le bon sens, puisque l'année dernière, on avait fait une double chicane, à la chicane du port. Cette année, c'est la seule et unique chicane. Donc ça devrait aller plus vite. Et c'est un championnat qui attire, qui évolue de saison en saison. Il y aura encore des nouveautés l'année prochaine avec de nouvelles monoplaces. Les commissaires de course doivent aussi s'adapter à cette nouvelle génération de véhicules. Les commissaires de course, ils ont été formés au risque électrique. Vous savez aussi qu'en rallye, on est passé à l'hybridation. Donc on a eu suffisamment de cours et de présentations. Mais depuis 2015, où l'on roule sur le circuit de Monaco avec des voitures électriques, on a appris à dompter cette électricité. Donc les voitures d'aujourd'hui font 300 chevaux. Elles peuvent faire 340 chevaux en mode attaque. Et l'année prochaine, par contre, on va être beaucoup plus puissant, puisqu'on passera à 470 chevaux, c'est-à-dire pratiquement 50% d'augmentation de la puissance, ce qui est énorme. Ça veut dire aussi que les voitures évoluent et elles se rapprochent des standards des monoplaces de compétition. Et ils devront vite se réhabituer ensuite, puisqu'ils passeront à des véhicules plus anciens avec le Grand Prix de Monaco historique. Hein. Oui, mais ça, on a l'habitude de jongler. Et je dirais que le Grand Prix historique, c'est peut-être un peu ce qui nous plaît le plus dans ces 3 manifestations, parce que c'est l'épreuve où on est le plus détendu, où il n'y a que l'Automobile Club qui organise, et on est vraiment plus tranquille, on est plus serein. On le sait, Christian, la renommée des commissaires de course est internationale. Leur travail a été salué par la FIA. Oui, constamment. On a reçu le trophée de la meilleure équipe l'année dernière. Donc on tient à conserver ce trophée cette année encore. Et avec les 3 épreuves qui nous attendent, je pense qu'on va faire aussi bien, sinon mieux, comme d'habitude. Oui, premier rendez-vous ce samedi, donc, le e-prix de Monaco à suivre en direct sur Monaco Info. Merci infiniment, Christian Tornator, d'avoir été avec nous. Merci. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Crisinda Thomel. Bonsoir, Crisinda. On débute avec la semaine européenne de la vaccination. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Et le département des affaires sociales et de la santé souhaite cette année mettre l'accent sur l'importance de la vaccination contre la rougeole. Cette maladie peut, dans les cas les plus graves, engager le pronostic vital. Une personne sur 6 présente une complication. Les complications les plus sévères sont les pneumonies et les encéphalites qui peuvent laisser des séquelles neurologiques graves ou entraîner la mort. Extrêmement contagieuse, une personne contaminée par la rougeole peut infecter entre 15 et 20 personnes. De plus, les jeunes enfants non vaccinés sont les plus exposés. Il convient également de rappeler que les femmes enceintes qui ne sont pas vaccinées courent également un risque et que toutes les personnes qui ne sont pas immunisées sont susceptibles d'être infectées. L'Organisation mondiale de la santé a donc pour objectif d'éliminer la rougeole en Europe. Mais pour éradiquer cette maladie, il faudrait qu'au moins 95% de la population âgée de 2 ans et plus soit vaccinée avec 2 doses de vaccin. Cette information pratique à présent, Crisinda, l'accès à certains services ne sera pas possible durant ce mois de mai. En cause, la fête du travail et les différents Grands Prix. Effectivement, Émilie, il convient de rappeler qu'à l'occasion des différents Grands Prix organisés en Principauté, les services administratifs de la fonction publique seront fermés le lundi 2 mai, le vendredi 13 mai, ainsi que les 26 et 27 mai, à l'exception de ceux qui ont l'obligation légale de rester ouverts au public. Une nouvelle journée test pour les waterbikes, Crisinda, ces vélos qui flottent sur l'eau et qui seront à l'honneur dans quelques mois. Eh bien, effectivement, le Riviera Waterbike Challenge est de retour en 2022. Cet événement sportif se tiendra le 5 juin au départ du Yacht Club de Monaco. Les participants, aux côtés de célébrités sportives, formeront des équipes de 5 pour une course de waterbike en relais sur le port de Monaco afin de lever des fonds pour les projets de la Fondation Princesse Charlène de Monaco pour la prévention de la noyade. Mais en attendant la compétition, les athlètes se préparent
comme vous pouvez le voir sur ces images, des images qui ont été tournées hier dans les eaux monégasques. Merci Crisinda. C'est un nouveau défi qui attend ces jeunes élèves de la Principauté. Ils ont été sélectionnés pour assurer le poste de conseiller junior pendant 1 an au sein du Conseil national des jeunes. Alexandra Pani, Thomas Deus et Louis Borgia ont assisté à la séance d'ouverture. Faire entendre la voix des jeunes en Principauté. Ils sont 12 monégasques âgés de 12 à 15 ans et ont été sélectionnés sur dossier pour représenter leurs compatriotes pour cette nouvelle session du Conseil national des jeunes. Pendant 1 an, ils vont endosser la tenue de conseiller junior. Pour cette première réunion en public, dans l'hémicycle, ils ont pris la parole à tour de rôle pour se présenter et la plupart d'entre eux avaient déjà de belles idées à proposer. Surtout la mobilité propre. Sur se déplacer en électrique. Parfois c'est dangereux, surtout à cause du bruit, mais ce serait bien de favoriser vraiment cela. Aussi sur les études supérieures et les études à l'étranger. Je pense surtout à mon avenir, ça fait une belle expérience, surtout quand on est jeune à participer à ça. Et puis c'est notre pays, on y est né et ça fait plaisir de contribuer à rendre l'avenir meilleur pour la nouvelle génération. Pouvoir participer à la vie de mon pays, pouvoir améliorer mon pays et peut-être permettre à une meilleure vie au futur. L'environnement, le bien-être en milieu scolaire, mais aussi celui de nos compagnons à 4 pattes, les loisirs et divertissements pour les jeunes, des problématiques que l'on retrouvait déjà chez leurs prédécesseurs lors de la première édition. On va commencer par un vrai brainstorming où on va rassembler toutes leurs idées en fait pour créer des groupes avec des sujets et ces groupes seront animés donc avec des permanents qui seront leurs référents et il y a aussi des conseillers nationaux qui pourront intervenir en fonction des sujets. Le but c'est vraiment en fait de partager avec eux, qu'ils puissent faire ressentir et ressortir les idées de la jeunesse monégasque pour qu'on puisse nous conseillers nationaux en fait faire le relais de leurs paroles. Une année complète les attend pour cette mandature particulière. Au programme des réunions ou commissions pour utiliser le lexique du Conseil national tous les 2 mois. Prochaine séance donc pour ces 12 conseillers juniors le 11 mai, ici même dans l'hémicycle. Et nous suivrons ces jeunes conseillers tout au long de leur mandature ainsi que leurs propositions faites au sein de l'hémicycle. Suite et fin de notre série de reportages à Gênes, le prince souverain a assisté à l'ouverture de la 12e édition d'Euroflora. Il s'agit d'une exposition dédiée aux fleurs et aux plantes ornementales, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage sur place de Vanessa Dessy et de Lionel Bernardi. La commune de Gênes, transformée en un vaste jardin, Euroflora est un immense espace de composition florale. Le projet est à l'initiative du sénateur Carlo Pastorino, à l'époque président de la Foire de Gênes. Ce dernier propose à l'association des floriculteurs liguriens d'organiser un événement d'une telle ampleur. Euroflora è una flora lì internazionale, si svolge ogni 3 anni, l'altra Euroflora importante è in Francia, a Nantes, e noi siamo gemellati con la Euroflora di Nantes. Ci sono 300 espositori che arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo, una visita importante perché nella prima Euroflora del 1966 la principessa Grace era venuta a visitare Euroflora e quindi per noi è importante mantenere questo ricordo bellissimo che abbiamo avuto e quindi questa visita del principe ci fa veramente onore. La Rose Princesse Grace a été présentée lors de la manifestation. Un stand du jardin exotique propose également ses créations en plein cœur du parc de Nervi. Les équipes monégasques ont été à pied d'œuvre durant des mois afin d'acheminer les plantes vers l'Italie. La préparation est toujours compliquée parce que nous emballons des plantes avec des emballages qui peuvent faire jusqu'à 5,20 m et nos plantes font entre 800 kg et 1500. Donc nous avons préparé en amont environ 1 mois avant pour faire des emballages qui sont totalement adaptés à chaque plante. Et après nous avons chargé de nuit sur le boulevard du Jardin Exotique nos plantes du centre botanique sur un poids lourd. Toutes les plantes du jardin exotique regagneront la principauté à la fermeture d'Euroflora le 8 mai prochain. Rejoignons à présent Crisinda Thomel pour un dernier point sur l'actualité. Crisinda, vous teniez à nous faire part de ce soutien en faveur de BeSafe.
Oui, Émilie, Elena Suivaldova a fait don de l'un de ses véhicules à l'association Be Safe Monaco. Cette association mise en place par Camille Gottlieb permet de reconduire les jeunes de la principauté à leur domicile le soir en toute sécurité afin qu'ils ne prennent pas le volant après avoir bu de l'alcool. Le véhicule a été remis à la fille de la princesse Stéphanie hier en présence des membres de l'association Be Safe Monaco sur la place du Palais Princier. Ce rendez-vous à présent qui peut intéresser les parents et leurs enfants, Crescinda. Le Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie organise le samedi 7 mai une journée porte ouverte pour faire découvrir l'association. Cette association socio-culturelle accueille les jeunes monégasques, résidents et scolaires ou encore salariés à Monaco pour des moments de rencontres et d'échanges. Tout au long de l'année, le centre organise des ateliers, des sorties, des séjours, des concerts et des manifestations pour ses adhérents. Pour faire partie du centre de la jeunesse Princesse Stéphanie, il suffit d'être âgé de 8 ans à 21 ans. L'association des Amis du Printemps des Arts présente une nouvelle conférence au Théâtre des Variétés. Oui, Nicole Vatrican donnera une conférence sur la vie artistique à Monaco sous le règne du prince Albert Ier le lundi 9 mai à 18h30. Professeur certifié d'éducation musicale, ancien directeur adjoint de l'Académie de musique Fondation Prince Régnier III de Monaco, Nicole Vatrican nous livrera les secrets de cette époque qui a marqué l'histoire et qui a ancré le monde de l'art en principauté. Et enfin, Crescinda, quelles sont les prévisions météo pour la journée de demain ? Vendredi, quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée. Le ciel se dégagera en début d'après-midi avec de belles éclaircies en cours de journée. Côté température, le thermomètre oscillera entre 13 et 20 degrés. Le soleil se lèvera à 6h24 et se couchera à 20h31. Demain, nous fêterons les Catherines. Merci Crescinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les derniers vainqueurs du e-prix de Monaco qui sont allés rendre visite aux élèves de FANB. Un moment fort sympathique d'échange et de partage entre Jean-Éric Vergne et Antonio Félix d'Acosta et cette jeune génération. Je vous rappelle d'ailleurs que le e-prix sera à suivre en direct sur notre antenne samedi aux alentours de 15h. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.